Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce mercredi. Commençons par cette actualité dans la ville de Gicumbi où l'insécurité inquiète de plus en plus les habitants et les usagers. En cause l'absence prolongée d'éclairage public dans plusieurs quartiers plongés dans l'obscurité depuis un certain temps. Sur certains axes, il devient risqué de circuler sans lumière. Les passants sont contraints d'utiliser la lampe de leur téléphone au risque d'être agressés ou dépouillés. Depuis la route principale Gicumbi-Bassé jusqu'au stade en passant par le village modèle. Les poteaux d'éclairage sont bien visibles mais restent éteints, laissant les lieux dans une obscurité totale. Dans le secteur de Kageyo, notamment sur l'axe passant par SOS jusqu'à Nangumurimbo en direction de Lugano et Gisuna, les habitants évitent de circuler après la tombée de la nuit. Mais aux abords des bureaux du district, la situation reste inchangée. Bien que le district de Gicumbi soit globalement reconnu pour sa sécurité, des individus mal intentionnés profitent de cette obscurité pour commettre des actes de vol et de violence. La peur est telle que certains habitants hésitent même à témoigner publiquement. Contacté, la société d'électricité REG, à travers sa branche locale, a précisé que l'éclairage de ces routes secondaires relève de la responsabilité du district. De son côté, le maire du district, Nzabonima Emmanuel, a reconnu être informé de la situation. Il a indiqué toutefois que des efforts sont en cours pour mobiliser les ressources nécessaires à la réhabilitation de ces infrastructures. Par ailleurs, plusieurs habitants soulignent que certaines infrastructures de la ville ne sont pas adaptées à l'évolution démographique. Selon eux, certains équipements n'ont pas été modernisés depuis plus de 30 ans. Une situation qui appelle des solutions urgentes afin de garantir la sécurité des citoyens et accompagner le développement urbain de la ville de Gicumbi. Et dans le district de Ngororero, la cohabitation entre les rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis et les anciens détenus ayant purgé leur peine évolue globalement dans un climat apaisé. Plusieurs témoignages font état d'un vivre ensemble renforcé, notamment grâce à leur participation commune dans des groupes d'unité et de résilience appelés Umwe Nogiyunje. Au sein des coopératives comme Iwachu Imhororo, spécialisée dans l'apiculture, ou encore dans des associations d'entraide comme Tkongumwe Kawaya, rescapés et anciens auteurs des crimes travaillent désormais côte à côte. Ils affirment que ces initiatives ont permis de réduire la méfiance et de reconstruire progressivement la confiance. Les formations sur l'histoire du Rwanda insistant sur l'unité nationale ont également contribué à renforcer cette dynamique, favorisant une collaboration tournée vers le développement. Aujourd'hui, le district de Ngororero compte 92 groupes d'unités de résilience réunissant plus de 2300 membres, auxquels s'ajoutent des gardiens de la mémoire ainsi que des nombreux jeunes. Cependant, malgré ces avancées, des inquiétudes persistent. Certains rescapés dénoncent des comportements de quelques anciens détenus qui, une fois libérés, continuent de manifester des signes d'idéologie génocidaire. Face à cette situation, les autorités locales ont indiqué que le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique assure un suivi, notamment à travers des sessions de sensibilisation destinées aux personnes libérées afin de faciliter leur réintégration dans la société. Par ailleurs, le district de Ngororero renforce sa collaboration avec les églises et les confessions religieuses à travers le programme Tumuonge Turgubake qui vise à promouvoir le dialogue, la réconciliation et la guérison des blessures entre les victimes et les anciens auteurs des crimes. En 2025, ce programme a réuni 401 rescapés du génocide et 259 anciens détenus, dont une vingtaine ont saisi cette opportunité pour demander pardon aux personnes qu'ils avaient offensées. Cette dynamique encourageante qui témoigne des progrès accomplis tout en rappelant la nécessité de rester vigilant pour préserver les acquis de l'unité nationale.
Et toujours en parlant de réinsertion des anciens détenus, des experts en psychologie et en santé mentale ont indiqué que le fait que certains auteurs du génocide terminent leur peine sans avoir demandé pardon à leurs victimes ni révélé la vérité sur les lieux où ils ont jeté les corps constitue l'une des causes de la persistance des traumatismes chez les survivants, notamment lorsqu'ils se rencontrent. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. Après l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis, certains condamnés pour des crimes arrivent aujourd'hui au terme de leur peine. Avant leur libération, ils bénéficient d'une préparation visant à faciliter leur réintégration dans la société, notamment à travers les séances d'échange autour du programme de Munyarwanda. Cependant, des survivants du génocide affirment que, malgré les progrès réalisés dans leur reconstruction, ils restent confrontés à des défis, notamment le manque de préparation pour accueillir ces anciens détenus, ce qui rend les retrouvailles parfois brisques et douloureuses au sein des familles. Certains ont terminé l'université, d'autres des formations professionnelles et d'autres encore ont repris une vie normale en exerçant des activités comme le commerce, l'élevage ou l'agriculture. Nous demandons une collaboration avec les autorités locales afin que, lorsqu'ils terminent leur peine et s'apprêtent à rentrer, la population soit informée psychologiquement, tout comme eux le sont avant leur retour. Les familles et les voisins, notamment les survivants du génocide, doivent aussi être préparés à accueillir une situation à laquelle ils ne s'attendaient pas. Les organisations confessionnelles, les églises et les communautés religieuses jouent également un rôle important dans la réconciliation entre les auteurs du génocide et les survivants. Le responsable de l'église ADPR, le révérend pasteur Daïse Isaïe, souligne que des progrès ont été réalisés, même si des efforts restent nécessaires. Il est essentiel de leur rappeler en permanence la vérité, en fait qu'ils reconnaissent leurs crimes et demandent le pardon. Comme vous l'avez constaté, certains pasteurs impliqués dans le génocide perpétré contre les Tutsis ont été déchus de leur titre. Un pasteur doit promouvoir des enseignements d'amour qui unissent et éviter tout discours susceptible de diviser les Rwandais. De son côté, le secrétaire exécutif de l'organisation Ibuka, Aïchaki Naftal, indique que ces initiatives sont en cours pour préparer la société rwandaise à accueillir des anciens détenus. bazi yuko ibihano biri mu kugenda birangira akabara akavuga ati kanaka yakatiwe imyaka 30. On sait qu'une personne condamnée à 30 ans de prison va bientôt sortir. Mais le problème est que cela arrive parfois sans que les survivants du génocide soient informés. Se retrouver soudainement face à cette personne peut être très douloureux. C'est pourquoi il est nécessaire de partager l'information afin que nous puissions nous aussi préparer nos proches. Yuko abantu bajya basangira aya makuru kugira ngo natwe dutegure abantu bacu kurushaho. La psychologue Amizero Irène explique que les traumatismes ressentis par certains survivants lors de ces rencontres sont souvent liés à l'absence de vérité et de demande de pardon. Warokotse abona ari kumwe n'uwasoje igihano ariko akaba ataramusaba imbabazi cyangwa se. Lorsqu'un survivant rencontre une personne ayant purgé sa peine sans avoir demandé le pardon, ni parler de ce qu'elle a fait, ni révéler les faits ou les lieux où les victimes ont été abandonnées, cela ravive la douleur. Le fait de se retrouver dans un même groupe avec quelqu'un qui n'a pas dit la vérité est particulièrement difficile à supporter. La directrice exécutive chargée de la résilience au sein du ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Kayumba Ouela Marie-Alice, explique les mécanismes de préparation des détenus avant leur réintégration.
Nous avons convenu avec l'administration des centres de services correctionnels de recevoir les listes de personnes à libérer 6 mois à l'avance, avant de les transmettre aux autorités locales et aux structures d'Ibuka. Cela permet d'anticiper les retours. Certaines listes peuvent compter jusqu'à 600 personnes réparties de manière inégale selon les districts. Ce travail s'accompagne également de recherche, car dans certains camps, la cohabitation se passe bien. Depuis le 18 mars 2025, un programme de préparation des personnes condamnées pour des crimes de génocide a été lancé. Elles reçoivent des formations sur l'unité, la résilience, le programme Ndumunyarwanda, ainsi que sur l'histoire et la reconstruction du pays et le comportement à adopter à leur retour dans la société. À ce jour, 2003 personnes ont déjà bénéficié de ce programme. Les dirigeants du secteur privé soulignent les opportunités offertes par les activités organisées au Rwanda, y voyant donc un socle pour le développement de leur entreprise et du pays dans son ensemble. Ils l'ont réaffirmé lors des discussions consacrées à l'examen de l'état d'avancement des préparatifs du Forum des PDG africains 2026. Le récit de Patrick Militandi. Les conférences internationales, notamment celles qui se tiennent au Rwanda, sont souvent présentées comme une plateforme permettant de mettre en valeur les opportunités d'investissement et d'affaires que le pays offre aux investisseurs internationaux. Elles constituent également une occasion d'offrir et d'ouvrir de nouvelles perspectives aux dirigeants du secteur privé en les reliant aux principales institutions d'investissement. Shema Fabrice, directeur d'African Medical Supply, a souligné le rôle de ces activités dans l'ouverture des nouvelles opportunités pour le secteur privé au Rwanda. Chaque fois que nous les voulions, nous devions les rembourser. Et pour d'autres choses, il n'y avait aucune garantie zéro. La confiance. Ce modèle économique repose bien sûr sur une approche basée sur la confiance. Et voilà, c'est tout. Ce constat est également partagé par Twagiramukiza François, directeur de la Fédération du secteur privé, qui a indiqué que les acteurs du secteur privé, qu'il s'agisse des réunions ou d'accords visant à créer des opportunités, commencent désormais à prendre conscience de leur importance et à en tirer parti. Le directeur de l'Office rwandais pour la promotion des investissements et du développement à l'ADB, Jean-Guy Africa, affirme que des réunions comme le forum des PDG africains prévu à Kigali représente non seulement le secteur privé, mais contribue également directement au développement du pays grâce aux projets qu'il propose. Le tourisme est aussi les conférences. Donc la partie conférence, c'est vraiment là que cet événement intervient. C'est le plus grand rassemblement du secteur privé sur le continent. Il se tient à Kigali pour la 3e fois. Et c'est parce que les organisateurs ont confiance en notre capacité, à nos compétences logistiques et à notre aptitude à organiser des événements de cette envergure. Cela nous apporte de nombreux avantages, à la fois au niveau du pays, mais aussi pour les participants du secteur privé à titre individuel. Cette réunion se tiendra au Rwanda pour la 3e fois, du 14 au 15 mai 2026, et réunira plus de 2500 personnes venues de l'Afrique et d'ailleurs. En district de Gatigny, le personnel du centre de santé de Muhondo espère de meilleurs services grâce à sa rénovation, car ces bâtiments sont vétustes. Le ministre de l'administration locale a demandé une accélération des travaux. Le récit de Patrick Militadi. Depuis janvier dernier, le centre de santé de Muhondo est en pleine 2e phase de rénovation. Ces anciens bâtiments sont rénovés, certains démolis sont reconstruits et d'autres agrandis. Parmi les nouveaux bâtiments en construction figurent des espaces pour les consultations externes, un centre de nutrition et des logements pour les personnels. Le personnel soignant s'est dit optimiste quant à l'amélioration des services.
Actuellement, les patients sont soignés dans quelques bâtiments construits lors de la première phase des rénovations. La direction du centre indique qu'il accueille entre 80 et 100 patients par jour. Le ministre de l'administration locale, Abimana Dominique, s'y est rendu et a demandé une accélération des travaux de rénovation. L'ouvrier en charge et qui supervise les travaux de rénovation de ces centres de santé et qui emploie environ 150 personnes a déclaré que le chantier est achevé à 33,8%, ce qui laisse espérer une fin des travaux en septembre prochain. La rénovation du centre de santé de Muhondo devrait coûter plus de 720 millions de francs rwandais. Outre ces centres situés en district de Gakenke, le ministre Dominique Abimana a également visité d'autres projets ayant un impact significatif sur le développement de la population du secteur de Ruli, notamment la coopérative Tukundi Kawa et la société minière Komikagi. S'adressant aux habitants de ces secteurs, le ministre Abimana les a encouragés à profiter des opportunités qui s'offrent à eux et à commencer à cotiser l'assurance maladie dès l'année prochaine. Le district de Gakenke compte actuellement 23 centres de santé, ce qui permet à chaque secteur d'en disposer d'au moins un. Le district compte également 3 hôpitaux qui faciliteront l'accès des habitants aux services médicaux. Et l'Office rwandais d'investigation RIGBA a présenté 9 hommes poursuivis pour association de malfaiteurs et escroquerie. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. Ces suspects opéraient en 2 groupes. Certains se faisaient passer pour des intermédiaires chargés de trouver un site pour un prétendu investisseur intéressé par la culture du quinoa, une plante encore peu connue au Rwanda. Ils ont ainsi convaincu un propriétaire de leur louer un bâtiment pour 8 200 $ par mois. Dans le même temps, ils lui ont proposé d'investir dans la vente de quinoa, lui promettant des bénéfices importants. Mais en réalité, ils lui livraient du grain ordinaire maquillé pour ressembler du quinoa, tout en instant à réinvestir. Le victime, pensant réaliser un bon investissement, a fini par perdre près de 20 millions de francs rwandais. Iyo nzu ngo bashaka gukoreramo Dr Andrew Miller ashaka gukoreramo umushinga. Ce bâtiment devait servir à un projet de recherche dirigé par un certain docteur Andrew Miller. Selon les escrocs, les graines de quinoa allaient être utilisées pour fabriquer un médicament contre le cancer et devaient bientôt être importées. Ces intermédiaires, avec leurs complices, ont alors proposé un système d'achat et de revente. Ils vendaient ce qu'ils appelaient quinoa au propriétaire pour 2 000 $, lui promettant qu'il pourrait le revendre à un partenaire à l'étranger pour 3 000 $. Pris dans cette logique de gain, il a continué à investir davantage. Acheter à 2 000, revendre à 3 000, puis investir 6 000 avec l'espoir de gagner jusqu'à 20 000 $. Mais au final, il se retrouvait avec des produits sans aucune valeur, de simples marchandises falsifiées. Par ailleurs, certains membres du groupe sont accusés d'avoir vendu des biens immobiliers appartenant à autrui, avec la complicité des notaires indépendants et d'avoir lancé de fausses offres de marché. Au total, ces individus auraient déjà escroqué plus de 53 millions de francs rwandais et 3 000 $. Selon les 2 plaintes enregistrées à ce jour, le RIB appelle à toute personne ayant été victime de ce type de fraude à se manifester rapidement afin que la justice soit faite. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.